Bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est moi Diana Silva. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est vraiment lié à un thème très où il y a beaucoup d'opinions qui sont controversées, certaines sont fausses, d'autres ont un côté de vérité. Donc aujourd'hui encore, je vais traiter ce sujet de la race des chiens de l'espèce canine, les mythes faux, mais je vais aller au-delà des données ou des pourcentages scientifiques que j'avais déjà dit préalablement, dans l'aspect c'est vrai que la race d'un chien n'est pas déterminée, le comportement d'un chien ou de l'espèce canine n'est pas déterminé principalement par la race, par sa race, c'est-à-dire c'est l'erreur plus commune. Donc ça, je ne vais pas encore revenir là, expliquer toute l'info scientifique parce que cela est déjà abordé dans une vidéo préalable et surtout via un épisode exclusif du podcast de Wahat France. Donc aujourd'hui, je ne vais pas revenir là, mais sachez que ça va partir de ce pilier très important et justement le pourcentage est minimal, le pourcentage. Je le reconfirme, le pourcentage c'est à 9%, l'influence unique qu'a la race d'un chien dans son comportement ou de l'espèce d'un chien en concret dans son comportement. Donc, bien que cette influence est minimale, en aucun cas, dans les précédents partages, ni via mon podcast, je voulais dire que la race d'un chien ne vaut rien ou que c'est mauvais qu'un chien soit d'une certaine race spécifique. Non, uniquement je voulais aborder, d'éviter de faire des erreurs communes qui à la fin vont faire que tu aies un prisme réducteur, d'accord, une vision réductrice du potentiel, d'accord, du potentiel lien que tu peux établir avec ton ami canin ou canine. C'était ça. Surtout d'après, par rapport à ma méthode, d'accord, parce que ma méthode pour interagir avec l'espèce canine est basée sur divers piliers et le pilier spirituel d'après ma méthode des sons sauvages, aussi le pilier émotionnel. Donc il y a là une ambition qualitative très remarquable et qui est liée à mon histoire. Et c'est-à-dire, pour moi, c'était vraiment déterminant de partager ce mythe faux par rapport à l'influence qu'a la race dans le comportement d'un chien, c'est-à-dire en pensant que c'est la plupart, que la race influence détermine le comportement d'un chien majoritairement, que ce soit un 80%, non, ça c'est faux, c'est faussé. Et encore actuellement, on voit beaucoup de programmes, et c'est pas mon idée de critiquer, c'est simplement la vérité, c'est-à-dire on voit beaucoup, il y a un besoin général dans tous les marchés du monde en général, d'accord, d'adapter ce point de vue de dire que la race ne détermine pas, ne devrait pas déterminer une méthode concrète, le développement d'une méthode concrète et d'entraînement, de dressage de chiens, d'interaction avec l'espèce canine pour un but spécifique, d'accord. Donc là, c'est encore une erreur qui est encore récente, d'actualité, et c'est pourquoi je voulais revenir à ce sujet, mais d'un autre point de vue qui va te surprendre peut-être, parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que je viens de dire maintenant, en sachant, d'accord, que c'est un pourcentage très petit, la race a un pourcentage très petit dans l'influence qu'a dans le comportement d'un chien, ou de l'espèce, d'un chien. À la fin, aujourd'hui, je vais dire, et spécialement par rapport à Machine Alka, qui est de race d'Alaskan Malamute, d'accord, je vais parler depuis ce point de vue uniquement en abordant ce 9%, d'accord. Alors, je vais uniquement aborder ce 9%, je ne vais pas aborder le 92% restant qui est majoritaire et qui est déterminé par d'autres variables, c'est-à-dire d'autres variables qui influencent davantage le comportement canin que ce 9% que je vais aborder aujourd'hui par rapport au cas concret de Machine Alka qui est de race Alaskan Malamute. Donc aujourd'hui je veux parler du 9%, pourquoi? Quel est l'intérêt si je viens de dire maintenant récemment que justement la race d'un chien n'a pas un intérêt trop grand et n'a pas une influence importante pour surtout à l'heure de développer une méthode, tout.
d'accord, pour interagir avec l'espèce canine. Donc, pourquoi aujourd'hui je vais parler de ce 9% en concret, de manière liée à mon histoire avec bon, plus qu'à mon histoire, simplement à la race d'Alaska Malamute. Et juste, je vais donner des exemples de ma chienne Atka peut-être, parce que je crois que même, c'est quand même un 9%, c'est pas un 0%, d'accord? Donc, dans ce 9%, je vais donner une vision objective. Je vais pas donner une vision qui n'est pas réelle, comme beaucoup de personnes encore sont critiquées, mais oui. Et il y en a encore qui pensent que c'est un 80%, 90%. Non, je vais parler qu'il y a une influence petite d'un 9% dans le comportement canin et comment on vient comprendre cette influence dans des cas concrets. Et justement, je vais encore aborder des mythes faux par rapport à la race de l'Alaska Malamute dans ce 9% qu'elle peut influencer le comportement d'un chien, dans le cas de ma chienne Akka. D'accord? Donc, les mythes faux les plus communs par rapport à la race, en général de tous les Nordiques, mais aussi de l'Alaska Malamute, c'est un chien normalement, parce que la race d'un chien normalement détermine l'aspect surtout génétique. C'est la partie génétique, mais à la fin, ça a une influence dans dans le physique du chien, dans l'aspect physique, la morphologie, la constitution, quelque chose que tu peux voir, très petite, une influence à 9% dans le comportement du chien. Donc, dans le cas de ma chienne, tu vois très bien qu'elle est une chienne Alaska Malamute, justement parce qu'elle est d'un point de vue morphologique, il est un corps très résistant, très carré, c'est-à-dire très corpulente et assez grande, d'accord, assez grande, et une corporalité assez sportive. Donc c'est une chienne surtout très résistante, d'accord. Ça, ce n'est pas un mythe faux, c'est vrai, totalement vrai. Mais il y a des mythes faux dans l'aspect comportemental qui circulent, je suppose encore. Bon, je connais, bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement les réseaux sociaux, aussi offline. Beaucoup de personnes encore dire ça, et c'est pas vrai. En fait, tu vas voir comment tu vas pouvoir voir la réalité. Donc, un des mythes faux sur l'Alaska Malamute, qui à la fin est trasladé ou, ouais, comment dire, qui est, ouais, à la fin cela applique pour d'autres chiens nordiques ou les gens pensent de même pour d'autres chiens nordiques. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas différencier entre la race d'Alaska Malamute et les Husky ou d'autres chiens nordiques. Donc, il y a par là une différence, d'accord, d'un point de vue dans ce 9%. Donc, un des mythes faux, c'est que l'Alaska Malamute ou chien nordique, dans ce cas, l'Alaska Malamute, qu'il est un chien qui n'est pas intelligent, un chien qui n'obéit pas, ou ouais, surtout ça, qui est lent dans l'obéissance canine, ou encore un chien qui n'est pas trop sociable, d'accord, surtout dans l'interaction avec l'humain, qui à la fin ne va pas être comme, ne va pas pouvoir, comme ça va être plus difficile qu'il ou qu'elle soit partie de ta famille d'un point de vue émotionnel, d'établir un lien. Donc tout ça c'est faux, d'accord? Et le point de vue qu'un chien Alaska Malamute n'est pas trop intelligent, et on fait surtout des comparaisons avec des chiens du type le berger allemand ou d'autres chiens, d'accord? Même entre les chiens nordiques on fait ça, c'est des comparaisons inutiles et faussées. Et c'est pas vrai. D'ailleurs, bon, chaque chien a une intelligence unique, d'accord, a une personnalité unique et donc va avoir une intelligence différenciée. La race a une influence dans le comportement d'un 9%, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va déterminer son intelligence. Donc déjà, le prisme est faussé, erroné. D'un point de vue de dire aussi que l'Alaska Malamute, c'est un chien qui n'est pas du tout sociable, qui n'est pas... Ouais. Ça, c'est pas vrai non plus. Je le dis par vécu personnel avec ma chienne. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que moi, quand j'ai eu Akka, quand Akka est venue, ouais, je pensais un petit peu, il y avait cette mythe faux que j'entendais dans mes alentours et c'est pas vrai du tout que moi j'ai toujours une admiration envers ces types de chiens. Donc je me suis pas laissée influencée par ces mythes faux qui circulaient encore avant. Quand Alka est venu chez moi, moi j'étais beaucoup plus jeune.
je continue à être jeune, mais là, j'étais encore plus il y a 13 ans, 13-14 ans, donc, ouais, entre 20 ans et 23 ans par là. Donc, à la fin, ou 18, bon, entre ces années, entre ces années du passé. Donc, à la fin, ce n'est pas vrai, d'accord, ce n'est pas vrai. Et une chose qui, sans parler des mythes faux, d'ailleurs, on va dire la vérité c'est que un chien ou une chienne dans le cas qui est de la race de l'Alaska Malamute, en parlant de ce 9%, d'accord, dans son influence de la race dans le comportement canin, oui, va te demander, je crois que c'est très positif, si tu es une personne qui veut miser sur tes capacités, le développement de tes talents, de tes capacités dans le cas, je le parle par mon histoire, parce que j'avais toujours cette admiration envers ces chiens, et en général avec l'espèce canine. Et dans ce cas, oui, spécialement avec les chiens l'Alaska Malamute, je voulais toujours avoir un, dans ce cas, une Aka. Et je veux dire que c'est un chien, une chienne, dans le cas, qui va te demander un niveau, de te développer dans un niveau plus élevé. Et je vais m'expliquer. Parce que il y a une chose, c'est vrai, c'est plus difficile, ça va être plus challengeant avec ce chien dans un 9%, d'accord? Donc, gardez toujours à conscience que je suis en train de parler d'un 9% qui parfois se ressent plus dans ton interaction avec l'espèce canine, mais dans la majorité du temps, ce 92% restant a une influence plus importante et déterminante, d'accord? Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses petites qui à la fin ont aussi une influence non négligeable, comme par exemple que ça va demander un petit peu plus de niveau, et c'est bon. D'un côté, c'est bon si tu es la personne, si tu es une femme comme moi qui veut te développer tes talents, tes capacités de dresser un chien, parce que ça demande, ça c'est vrai, c'est une des races qui dans ce 9%, je le rappelle toujours, parce que sinon je serais comme les autres personnes qui disent c'est l'unique chose importante, qu'il faut développer une méthode en fonction de la race d'un chien. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train d'être objectif dans ce 9%, d'accord? Et c'est vrai que c'est un chien qui demande plus, dans ce 9%, plus de niveau, plus d'engagement, et ça va être plus difficile. Donc là, je crois que c'est un point positif. Pour moi, c'était un point positif parce que ça m'a demandé pourquoi. J'explique pourquoi. En fait, c'est une race qui, tu sais, il y a les premiers prototypes de chiens, prenez des loups, il a après une domestication importante, influence génétique humaine, c'est-à-dire génétique, pas qu'on a donné nos gènes, non, c'est-à-dire il y a une domestication, modification génétique des premiers prototypes de chiens qui venaient des loups. Et à la fin, il y a l'espèce canine qui s'est développée. Et l'Alaska Malamute, entre autres, mais surtout l'Alaska Malamute, c'est une race de chiens qui a gardé plus, on va dire, qui a une évolution plus proche des premiers prototypes, ou qui a été moins modifiée, d'accord, moins domestiquée d'un point de vue génétique. Donc, cela veut dire que ça a un animal sauvage, un animal qui, d'un point de vue génétique, qui a été moins modifié, va garder plus ce côté sauvage, d'accord? Cette partie qui n'est pas très facile à domestiquer, d'accord? Et dans ce cas, ce projet s'appelle The Wild Heart, et je le reconfirme, s'appelle The Wild Heart d'un point de vue spirituel par rapport à ma méthode de son sauvage, comment de créer un lien émotionnel et spirituel avec l'espèce canine, qui est issue de mon histoire avec 4K, d'un point de vue psychologique aussi, dans l'interaction, dans la méthode sportive. Donc, maintenant, je ne vais pas détailler tout ça. C'est déjà détaillé dans mon e-book, dans mes autres infoproduits qui sortiront encore à bientôt, dans les épisodes précédents du podcast. Il y a aussi différents infoproduits que tu peux aller voir et consulter via ma web, thewellheart.com. Donc, je veux dire que c'est vrai que c'est une race de chien qui va demander, simplement par son évolution qui a été moins domestiquée, d'accord, plus exigeante de ce point de vue, parce que ça va demander plus de capacité, plus de développement, d'avoir développé le talent personnel
pour le dresser, par exemple, pour établir un lien, surtout pour établir un lien fort. Donc ça, je crois que c'est bon parce que ça te permet, ben, comme j'ai dit, de te développer vraiment. C'est pas un chien facile de ce point de vue, d'accord? Donc c'est un 9%, cette influence est un 9% non négligeable, mais en même temps, on doit garder à conscience que le 92% est davantage à considérer, c'est-à-dire l'aspect de comment, d'autres variables importantes dont j'ai parlé via mon podcast de Well Hat France, dans mon e-book, la plupart des détails, et dans mes autres infos produits, d'accord? Et même un petit peu dans une vidéo précédente où j'ai détaillé, non, j'ai pas détaillé ça, surtout dans le podcast, dans un épisode et ensuite dans l'ebook. Donc, ouais, c'est important de comprendre ça et de voir donc le côté positif comme en fait les personnes, beaucoup ont associé ce mythe faux que l'Alaska Malamute, c'est un chien qui est un peu ennuyeux, une race de chien qui peut ennuyer parce que c'est justement parce que c'est un petit peu plus, bon, c'est plus difficile pour le dresser, pour établir le lien parce que ça demande plus d'habilité, de capacité de créer ce lien. Elle pense que ben, c'est un chien qui n'est pas sociable, que c'est une race de chien justement pas sociale ou pas abordable, pas familière. Et c'est tout le contraire en fait. Il est tout le contraire une fois que tu as bien misé sur tes capacités et surtout quand tu sais comment établir un lien correctement ambitieux avec l'espèce canine, selon ma méthode, d'accord, qui va aborder différentes dimensions. Et aussi, ce 9% du côté de la race de l'Alaska Malamute, il y a une influence à 9%, ce côté ça va être un petit peu plus challengeant que d'autres chiens. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui apporte à la personne. À moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup et c'est quelque chose que j'ai réfléchi maintenant parce que moi, quand j'ai Yatka, je n'ai pas réfléchi. J'avais toujours eu une admiration envers les chiens nordiques, mais surtout avec l'Alaska Malamute, mais je n'ai jamais été dans cet esprit conditionné par la race d'un chien, d'accord? Heureusement, mis à part ce que la science dit, c'est totalement vrai, et dans cet aspect, et que la race d'un chien ne détermine pas son comportement majoritairement. Mais en tout cas, moi, quand j'ai eu le cas il y a 13-14 ans, moi, je n'avais pas ces informations scientifiques et je l'ai éduqué depuis aussi. Ben, je n'ai jamais été conditionnée par ces mythes faux qui circulaient dans mes alentours. Et donc ça, c'était un atout dans mon cas, un bon choix. Et donc c'est ça. En tout cas, ça, avoir un Alaska Malamute pour le défendre un petit peu des mythes faux, dans ce 9%, ça va te permettre de... C'est un chien plus exigeant, d'accord? Et c'est pour un niveau plus élevé, d'accord? Ouais, de talent, dans ce cas concret. Quoi dire de plus? Un autre mythe faux, ouais, il y a beaucoup. Bon, je crois que ça, c'était les plus génériques. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder... On part déjà pour 18 minutes. Je ne vais pas aborder plus de mythes faux, mais sachez que déjà, tu vas avoir comme un aperçu ouais, déjà intéressante pour commencer. Et oui, je voulais finir cette vidéo en disant que dans ce 9%, je le répète, l'Alaska Malamute aussi, ça, par rapport à mon histoire, c'est vrai que ce 9% dire que, ouais, d'accord, donc c'était une race de chien qui est très, de ce point de vue encore, d'un point de vue génétique, qui n'a pas été très domestiqué ou influencé par l'influence humaine via modification génétique autant que d'autres races, d'accord? Donc cela fait que ça a un sens que cette race, l'Alaska Malamute, a conservé plus ce côté sauvage, d'accord? Ce côté indomptable. Et c'est une chose qui m'inspirait aussi quand j'étais, si je vais 13 ans dans le passé ou 14 ans au passé, c'est quelque chose qui m'inspirait de ça, ce côté. J'en étais pas comme maintenant, quand je peux te dire toutes les données et le pourquoi. Non, je n'étais pas consciente de cette manière, mais je savais déjà que c'était une race comme un chien, dans ce cas une chienne, qui avait ce côté sauvage, inné, d'accord, d'un point de vue dans ce cas génétique, plus que d'autres chiens, d'accord. Et ça, c'était quelque chose qu'à moi, dans mon cas, ça m'attirait plus que ça me mettait dans un côté, dans une opinion négative.
Donc là, moi, j'avais encore le prisme correct, adéquat pour vraiment avoir ce type de chien. Mais en aucun cas pour l'adresser, pour juste pour établir un lien avec elle. Ma méthode sportive est centrée sur la race d'un chien, d'accord. Simplement aujourd'hui, je voulais aborder cela parce que je crois que il y a vraiment des mythes faux. Et donc, d'un point de vue, je dois aussi défendre cette race qui a un apport unique aussi dans ce 9%, comme toutes les autres aussi dans leur 9%. Et je disais que ce côté que cette race de l'Alaska Malamute a comme à conserve d'un point de vue dans sa ligne génétique, ce côté indomptable, comme qu'il n'y a pas eu cette modification, ben, à la fin, ça apporte aussi, ça apporte aussi à l'aspect psychologique. En tant que femme, à moi, ça m'a inspiré dans le passé. Parce que le simple fait d'être elle, simplement, elle ne doit pas faire performer spectaculairement. Pour moi, c'était suffisant que simplement elle soit elle. Simplement le fait d'être elle, d'avoir ce côté sauvage, aussi génétique, bon, côté sauvage. Évidemment, il y a une domestication, il y a une influence. Il n'y a aucune race actuellement qui n'a pas souffert, entre guillemets, qui n'a pas été influencée ou domestiquée d'un point de vue génétique, d'accord, modifiée, vu sa génétique modifiée depuis les premiers prototypes. Mais les plus proches des premiers prototypes sauvages, ben c'est les chiens nordiques dans ce cas, concrètement l'Alaska Malamute, davantage. Donc, oui, c'est quelque chose qui, moi, d'une manière innée, je le concevais, je le savais déjà quand j'ai eu Alka. Ça m'a inspiré déjà simplement par être qui elle est, d'un point de vue essentiel. Et quand je parle d'essence, ça va au-delà de l'aspect génétique. Ça va au-delà de savoir tout ce que je vous ai dit, ce que je viens de te dire de la race. Ça va au-delà. Et j'avais deux côtés. Donc aussi l'aspect principal pour moi, quand je parle de mon concept renouvelé, ben, c'est mon histoire d'un point de vue spirituel avec 4K. Et donc ça a été vraiment déterminant pour forger ce projet dans tout le concept actuel, d'accord. Je parle d'essence sauvage, ma méthode sportive qui intègre l'aspect ou le côté psychologique dans l'interaction avec l'espèce canine, qui est issu de mon histoire avec 4K. Donc, oui, il y a aussi cet aspect donc, que j'ai jamais voulu de ma chienne, qu'elle soit, qu'elle représente, qu'elle soit différente. Je voulais simplement qu'elle soit elle-même. Et pour moi, ça me suffisait. Donc, à partir de ce prisme adéquat, j'ai pu développer aussi ses talents. J'ai pu l'aider à se développer. J'ai pu l'éduquer. J'ai aussi développé ma méthode sportive à travers mon histoire avec elle. Et c'est grâce à elle que j'ai maximisé la confiance en moi d'un point de vue intérieur, spirituel, émotionnel. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour elle parce que elle a été déterminante pour ce projet, pour fonder les piliers de ce projet ce sont les piliers qui vont rester pour toujours, indépendamment que ce projet continue qui va être à futur, d'accord? Ben, tous les principes, le côté historique va être lié à mon histoire en V4K. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour elle, essentiellement, d'accord, comme espèce canine, mais comme unique, comme une chienne unique, et évidemment aussi dans ce 9% pour la contribution de sa race, d'accord. Mais plus, majoritairement et essentiellement, quand je parle de mon histoire avec Alka, la méthode des sons sauvages, au-delà de tous les détails que j'ai donnés dans mon niveau, dans les épisodes premiers du podcast qui sortiront à nouveau bientôt, ben oui, je parle du côté, comme je dis toujours, spirituel et émotionnel. Donc, à bientôt. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, par ici, par Insta, via ma web de doweha.com et oui, via mon podcast. À bientôt.